Je pense que c'est une question qui est importante, mais à laquelle les économistes ont déjà répondu. Ils y ont répondu de deux manières, c'est-à-dire qu'il y a une manière extrêmement optimiste, qui est de dire que voilà, pour lutter, pour préserver l'environnement et pour lutter contre les risques environnementaux, il faut avoir de l'argent, il faut pouvoir investir dans les technologies qu'il faut pouvoir faire de la recherche et développement. Et dans ces conditions-là, ce qu'on appelle chez les économistes la courbe de Kuznets environnementale, qui dit qu'effectivement, plus on est riche, et plus on a la capacité de préserver l'environnement, parce qu'on en a les moyens en termes d'investissement. Mais au-delà de cela, je pense qu'il y a une vision qui me semble plus naturelle et plus intéressante, qui est de dire que le problème de la croissance telle qu'elle est présentée, on la mesure toujours en volume, en quantité, et que la vraie question, ce n'est pas le niveau de croissance, c'est-à-dire que notre fameux 1,5 qu'il faut pour créer des emplois, je ne pense pas que la question soit celle-là. La vraie question, c'est le contenu de la croissance, c'est ce qu'on fait, comment crée-t-on des richesses, c'est ça la vraie question. Est-ce qu'on arrive à créer des richesses tout en préservant l'environnement? Je pense qu'on n'y est pas encore, on peut aller dans ce sens-là, et donc c'est compatible à condition qu'on y réfléchisse et qu'on mette en œuvre des actions en termes de création de richesses qui ait un contenu qui soit plus modéré en termes de consommation des ressources naturelles. Donc on est capable d'y penser, les économistes y travaillent, il y a des travaux sur l'épargne nette ajustée, des choses comme ça, qui permettent de mettre en avant le fait qu'il y a des niveaux critiques en termes de croissance, des niveaux critiques dans la capacité à ponctionner et sur les ressources naturelles et à générer des impacts environnementaux. Donc on sait comment faire, il y a des tas de travaux là-dessus, mais c'est tout simplement que la question de base, dans la discussion sur les questions de croissance, elle est complètement dévoyée, elle est déplacée tout simplement parce que ce qui est important, je répète, et c'est vraiment important, c'est le contenu de la croissance qui est important et pas son niveau. Et tant qu'on continuera de penser, tant qu'on continuera de communiquer sur les niveaux de croissance, bien entendu, on ne répondra pas à cette question-là. Donc posons-nous la question de savoir quelle est la nature et quelle est la manière dont on crée ces richesses-là et comment on impacte sur les ressources que l'on possède. Voilà, je pense que c'est la meilleure façon de répondre à votre question, je crois. La réponse est complexe en ce sens que quand les économistes parlent de coûts, en général, ils mettent nécessairement en face des bénéfices. Et donc, on ne peut pas parler de coûts sans parler des bénéfices, sans les mettre en regard les bénéfices qu'il faudrait. Et quand on parle de coûts, est-ce que ce sont des coûts à court terme, à moyen terme et à long terme? Et quand il s'agit des questions de climat, ce n'est pas du tout la même chose. Les investissements que l'on peut faire aujourd'hui pour atténuer, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, évidemment, les bénéfices qu'on en tire apparaissent plus loin dans le temps. Et donc toute la difficulté que l'on a, c'est justement de mettre en regard ces coûts de court terme avec des bénéfices qui sont à long terme. Et c'est toute la difficulté. Et donc si on ne parle que de coûts, supportés par évidemment les générations qui mettent en œuvre les mesures de lutte contre le changement climatique, mais évidemment que les bénéfices qui apparaissent après sont des bénéfices qui sont sur des horizons temporels qui sont suffisamment longs, c'est-à-dire qu'on évite des émissions, on évite des dommages sur des horizons qui sont suffisamment longs, et dans ces conditions-là, si on a une vision qui est contraire de la vision court-termiste, évidemment, on va toujours, pour parler de coût du changement climatique, on met en face les bénéfices qu'il en faut. Et donc, répondre à la question quel est le coût du changement climatique, je dis, ça dépend strictement de la capacité que l'on aura à réduire les dommages demain. Et donc, quels sont les bénéfices qu'on peut en tirer? Les bénéfices qu'on peut en tirer, c'est tout ce qu'on mettra en œuvre en matière technologique, tout ce qu'on mettra en œuvre en matière de capacité individuelle de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et aussi, bien entendu, ce qui est important, c'est quelle est la nature des dommages que l'on évitera demain, et donc il y a une forme d'incertitude. Et je pense qu'on a deux types de mesures. On a des mesures dites économiques, c'est-à-dire où on utilise des instruments économiques, des instruments incitatifs, et notamment dans le cas du climat, c'est la taxe carbone, qui pour les économistes est l'instrument théoriquement le plus efficace, mais maintenant se pose la question de son acceptabilité, et acceptabilité qui est difficile parce que pour l'économiste, pour avoir un effet direct incitatif sur le comportement, il faut que le signal
prix, donc il faut que la taxe soit suffisamment élevée pour que ça corrige les comportements, alors que dans la réalité, le consentement à payer, c'est-à-dire la capacité des gens ou la volonté des gens à payer pour le climat est relativement faible, et dans ces conditions-là, ça milite plutôt, en termes d'acceptabilité, pour une taxation légère et lisse, quitte à ce qu'elle soit croissante, à taux croissant. Mais dans le même temps, pour l'ensemble des autres mesures, on voit bien que la difficulté, c'est d'avoir des mesures globales en matière d'environnement. Je pense que je militerais plus pour des mesures plus sectorielles, c'est-à-dire qu'on sait que dans le secteur du logement, par exemple, on a des mesures concrètes de type de rénovation, les rénovations des bâtiments anciens, et dans ces conditions-là, on peut lutter contre les passoires énergétiques par de la rénovation intelligente. Sur le secteur des transports, on sait que ce n'est pas nécessairement en montant le prix d'un litre d'essence qui est déjà très élevé que ça va créer des incitations, mais on sait aujourd'hui que des mesures de type zone 30, des mesures de type réglementaire qui permettent de limiter les vitesses, qui permettent de limiter l'accès à un certain nombre d'automobiles, à un certain type d'automobiles, ou faciliter la circulation des automobiles plus propres, sont des mesures qui s'avèrent efficaces. Donc on sait, mais ces mesures doivent être sectorielles et c'est difficile d'avoir des mesures globales en matière d'environnement.